Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées. Je vais donc me faire violence, ne pas les répéter, au risque d'être embêtant. Alors, j'ai retenu ici que des religieux étaient venus la veille du 28 chez feu Jean-Marie Doré dans le but de vous dissuader d'aller tenir ce meeting. À ma connaissance, c'est le jour même, le 28, aux alentours certainement de 10h, 11h, que les religieux devraient trouver le doyen Jean-Marie Doré et un autre responsable à son domicile pour discuter éventuellement de la suite à réserver à la situation qui se présentait à ce moment-là. D'accord. Donc, alors, est-ce que cette rencontre a eu lieu entre les religieux et Feu Oui, Jean-Marie? cette rencontre avait eu lieu. D'accord. Et c'est cela qui avait motivé M. Jean-Marie Doré, tout heureux d'aller vers le stade, mais il n'a pas pu réellement parvenir à la tribune et il a été intercepté et agressé. Ils étaient venus, ils étaient envoyés par qui? Ils venaient de la part de qui, ces religieux? Bon, je pense qu'il venait dans le cadre de la médiation traditionnelle qui sied aux autorités morales et religieuses. D'accord. Mais ils avaient certainement une certaine écoute auprès du CNDD. D'accord. Est-ce que il vous a été rapporté ou est-ce que vous aviez appris d'une quelconque manière qu'ils avaient ou qu'ils s'étaient investis à ce qu'il n'y ait pas de manifestation de soutien de la candidature du président Dadis? Et je n'ai pas une information dans ce sens. D'accord. Les représentants des coordinations régionales, dont on dit qu'ils avaient invité tous les acteurs, tous les bords à s'abstenir de tout rapport de force, avait-elle fait un quelconque communiqué ou une quelconque démarche dans le but de faire cesser les mouvements de soutien à la candidature du président Dadis? Ce sont les élus locaux qui ont été convoqués et qui ont été amenés à apporter des motions de soutien à cette candidature. Très bien. Cela sous le regard des religieux, n'est-ce pas? Je ne peux pas être affirmatif puisque... Oui, on constatait, on voyait des choses qui se passaient. Cela sous le regard des représentants des coordinations régionales. Bon, oui, puisque en tant que citoyens, ils étaient aussi au courant de ce qui se passait, sans pour autant être un acteur direct de ce qui était en train d'être engagé. Bien, mais eux, ils n'ont entrepris aucune démarche pour faire cesser ces mouvements de soutien. En tout cas, à votre connaissance. À ma connaissance, non. Mais moi non plus. Mais je pense que leurs compétences et leur niveau d'influence certainement ne permettaient pas qu'ils soient en capacité de le faire sans pour autant avoir l'aval des autorités et du pays. Bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est vous, force vive, qu'on cherchait à dissuader de manifester à votre tour? Puisque même la veille, je vous donne l'information, peut-être que vous aviez même suivi Touma, qui a soutenu à l'audience ici, ou en tout cas qui a informé à l'audience ici, que la veille du 28, soit le 27, il a présidé, lui et Marcel, un mouvement de soutien au camp Alpha Yaya, donc à la présidence. Bon, ça confirme la thèse que tout un processus était engagé pour faire valider cette candidature. Alors pourquoi est-ce que c'est vous que
les leaders, les leaders religieux, les représentants des coordinations régionales et tous les autres acteurs qui n'étaient pas des forces vives, pourquoi tout ce beau monde s'investissait à ce que vous, forces vives, vous ne manifestiez pas à votre tour? À ma connaissance, toutes ces forces ne se sont pas impliquées dans ce cadre. Elles ont été à leur corps défendant, soit spectatrices ou même parfois victimes. Bien. Donc, d'une manière ou d'une autre, on ne voulait pas que vous manifestiez, que les forces vives manifestent, ou en tout cas tiennent leur meeting. En fait, tout ce qui pouvait contrecarrer la dynamique officiellement admise devrait être soit étouffé, soit détourné, soit d'une manière ou d'une autre culpabilisé. Bien. Alors, avec toute cette démarche des leaders religieux et de certains représentants des coordinations régionales, est-ce que vous avez été surpris d'apprendre qu'une réunion a été tenue par le CNDD la veille? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant. Bien. Alors, du contenu des échanges entre le président d'Addis et M. Sidya Touré, est-ce que vous avez pu retenir des choses relayées par M. Sidya? Parce que j'imagine qu'il a dû vous faire un compte-rendu. Il nous a fait part de cette conversation sans pour autant que ce soit... Bon, bien entendu, c'est un compte-rendu, mais c'était relaté. Et puis, bon, puisque déjà on était dans le cadre de la manifestation proprement dite, c'était sans objet. D'accord. Alors, le 28 septembre, vous étiez chez Feu Jean-Marie comme convenu. Oui. C'est de là que vous aviez quitté pour le stade. Oui. Alors, chemin faisant, vous avez croisé des forces de défense, ou en tout cas des hommes en uniforme. Nous avons été interceptés Bien. par le colonel Tchebourou et ses hommes. Et ces hommes. Bien. Mais ils étaient au nombre une dizaine? Il m'est impossible de le dire parce que je ne les ai pas dénombrés. D'accord. Je pose la question parce que il nous disait que lui, il était de passage, il partait chez lui, en fait, et qu'il n'était qu'avec son chauffeur et son garde du corps. Les circonstances du moment prouvaient, à mon avis, le contraire. Bien, c'était donc le contraire. Alors, les échanges furent cordiaux, c'est ça? J'imagine. Ou je pense avoir retenu que les échanges étaient au départ cordiaux. Oui, puisqu'il n'y avait pas de violence exercée sur qui que ce soit. Entre le colonel Tchebourou et vous. Et nous tous, puisque nous étions... Est-ce qu'on peut, des souvenirs qu'il vous reste, est-ce qu'on peut savoir les termes des échanges? Je ne prêtais pas tellement attention au contenu parce que ce qui m'importait, c'était de veiller à ce que, par ailleurs, que le dispositif puisse avancer, et nous avions fait durer ces entretiens pour permettre aux vagues qui descendaient de la colline de Hamdallahi d'arriver au niveau de l'esplanade. Donc, nous n'avions pas intérêt à bousculer ou à essayer de faire quoi que ce soit comme si on était pressé d'arriver au niveau de l'esplanade. D'accord. Est-ce qu'il a été question que vous partiez sensibiliser les manifestants, ou en tout cas leur demander d'accepter le report, et que lui, à son tour, parte libérer des manifestants qui avaient été préalablement détenus?
Bon, je pense que c'était la logique qu'il défendait, mais ceux qui discutaient réellement avec lui, notamment M. Diallo Sellou et M. Sidia Touré et d'autres, peuvent être plus explicites par rapport au contenu des échanges qu'il y avait eu lieu à ce niveau-là. Bien. De là, de vos échanges, comment est-ce que vous êtes arrivé au stade, à l'esplanade? Comment est-ce que vous avez pu le dépasser? Est-ce qu'il vous a quitté ou qu'est-ce qui s'est passé pour que vous continuiez? C'est l'arrivée des manifestants qui déferlaient, c'est cela qui a fait sauter, disons, qui a libéré la voie. Et de ce point de vue, malheureusement, il y a eu des jets de pierre et ça pouvait atteindre n'importe qui, que ce soit des éléments des forces de l'ordre ou des manifestants. Mais nous nous sommes tous dirigés vers l'esplanade sans ordre et chacun à l'allure de ses capacités physiques. D'accord. Donc c'est l'arrivée de cette vague de manifestants qui a dégagé la voie. Donc ça veut dire que, ou est-ce que ça veut dire que la voie était bloquée, vous ne pouviez pas passer quand le colonel Tchegoro était venu, était arrivé avec ses hommes? Si ma mémoire est bonne, il y avait des troupes ou des forces du CMIS qui étaient aussi à ce niveau-là pour barrer le passage. Bien. Mais je ne suis pas tellement avec des souvenirs qui peuvent être évanescents. Je pense qu'il y avait des éléments du CMS aussi à côté. Bien, d'accord. Est-ce qu'on peut déduire que ce n'était vraiment pas un dialogue en tant que tel? Est-ce que c'était un dialogue à force égale? Non, pas du tout. C'était des injonctions et de l'autre côté, une détermination. Très bien. Alors, donc, la foule, cette vague de foule a fait que la voie a pu être dégagée. Et vous êtes arrivé à l'esplanade du palais, du stade, j'allais dire. Bien. Alors, dans le stade, à l'arrivée de Toumba et de ses hommes, et lorsque Toumba vous a enjoint de descendre et que ses hommes aient obéi, bon, oui, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que ces hommes vous ont suivi avec lui, Toumba? Ou en tout cas, ceux des leaders qui ont suivi Toumba étaient aussi suivis par quelques-uns de ces bérets rouges? Bon, les circonstances du moment ne me permettaient pas de vérifier, mais tout simplement, je sais que le commandant Toumba Diakité est parti avec le plus gros lot de responsables qui étaient au niveau de la pelouse et que nous sommes restés pour des raisons que je vous ai déjà explicitées. Bien. Est-ce que vous avez remarqué que certains bérets rouges le suivaient avec ce lot, puisque il était avec un lot important de leaders? Il y avait un tohu-bohu au niveau du stade, donc il fallait, j'imagine, un maximum de sécurité, si c'était pour les sécuriser, bien entendu. Donc, est-ce qu'il a été, vous avez remarqué qu'il était suivi par quelques-uns de ces hommes? En toute franchise, mes préoccupations étaient ailleurs. Oui, je comprends. D'accord. Mais c'est lorsque ces bérets rouges ont fait éruption dans le stade que des tirs ont commencé. Bon, c'est une question de positionnement. Bien avant leur arrivée au niveau de la pelouse, on avait entendu des explosions, des tirs, et les gens qui étaient peut-être à mesure de voir de manière plus précise les scènes ont commencé à s'enfuir. Et c'est dans ces moments-là que nous avons vu le commandant Toumba et quelques hommes arriver au niveau de la pelouse. D'accord. Alors, dans le feu de l'action,
Vous voyez quelqu'un qui fait éruption avec ses hommes, ça tire partout. Et quelques-uns de ces hommes violentent des gens. Une de ces personnes vous tend la main. Même si c'était votre ennemi, est-ce que pour vous tirer de là, vous accepteriez? Pour vous sortir de là? Ce qui est clair et net, à l'instant où ces événements se sont déroulés, aucun des responsables ne pouvait connaître la destination de cette sortie, du fait d'être tiré du stade. La priorité? En ce qui nous concerne, par exemple, M. Diallo Sellou et moi-même, nous étions dans une situation, j'allais dire, désespérée. Et donc, j'ai ailé le colonel Thiebouro, puisque je le connaissais, et il s'est approché. Donc, dans ces circonstances, à mon niveau, c'était une main de secours qui est venue. Puisque je n'étais pas en mesure d'interpréter cela lors de l'arrivée et du départ des autres responsables, puisque je ne sais pas dans quelle direction ils étaient amenés. Avec l'instinct de survie, on accepterait toute main de sortir de là, toute aide qui pourrait nous sortir de là, du stade, n'est-ce pas? Parce que, vu les circonstances, et nous étions poursuivis, nous recevions des coups, et l'arrivée du colonel a été le facteur qui a arrêté les agresseurs à nous donner des coups. Et Bien. cette prise en charge, de manière claire et nette, c'était pratiquement une main de secours, sans pour autant juger de ce qui est fait par ailleurs. Évidemment. Évidemment. Parce que sinon, on n'aurait pas pu sortir du Évidemment. Et donc, pour vous, pour cet acte isolement pris, on vous a sauvé la vie. C'est une réalité. Bien. Et n'importe qui le verrait sous cet angle, de cet œil-là, pour cet acte isolement pris. Oui, isolement pris, c'est une réalité. Et comme je l'ai dit, certainement, d'autres ont pu bénéficier de la part d'autres éléments des forces de l'ordre, des mains de secours. Peut-être qu'on n'en parle pas, peut-être parce qu'il y a un privilège en ce qui nous concerne, qu'on parle de nous. Bien. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que vous avez été curieux de savoir, mais pourquoi est-ce que Toumba et Thiebouro se préoccupent de nous tirer de là, nos leaders politiques, je veux dire par après? Le premier acte, le fait d'amener le plus gros lot des leaders peut être jugé d'une certaine manière. Le second acte, je dois dire, ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis d'apercevoir le colonel Thiebouro, de le héler et qu'il se rapproche vers nous et qu'il nous ait pris en charge. En dehors de ça, je ne ferai pas de jugement. Bien. Alors, sur le trajet du stade vers la clinique Ambroise Paré, est-ce que le colonel Thiebouro s'est adressé à vous? Est-ce qu'il y avait une communication dans la voiture? Ce n'était pas le lieu avec nos blessures et la situation, sans pour autant savoir où est-ce que nous allions. J'allais poser la question. Est-ce que vous aviez posé la question de savoir où est-ce que vous partiez? Je n'ai pas posé la question. Mais il n'y avait aucune communication dans la voiture. Bon, c'était un silence. Les événements et la situation exceptionnelle dans laquelle ce qu'on a vu n'amenait pas à être bavard en ces circonstances. Le colonel Thiebouro,
Il ne communiquait pas au téléphone. Je n'ai Par pas- exemple, est-ce qu'il a eu à appeler des gens pour préparer la clinique Ambroise Paré parce que c'est vers là qu'il se dirigeait? Je ne l'ai pas vu ou je ne me souviens pas qu'il ait téléphoné à qui que ce soit. La seule chose, lorsqu'on est arrivé au niveau de Donka, puisqu'on était dans sa Jeep, c'est lui qui conduisait, nous avons rencontré un long convoi de véhicules de toute la hiérarchie policière du pays qui allaient vers le stade. Et ils se D'accord. sont arrêtés, ils ont échangé, ils ont vu la situation qui prévalait dans la Jeep. Bon, ça a duré 2 minutes, 3 minutes, je ne sais plus. C'est par la suite que nous avons continué et le cortège s'est dirigé vers le stade. D'accord. Puisque vous étiez aux environs de Donka, ou en tout cas vous aviez dépassé Donka pour la ville, au niveau de la clinique Ambroise Paré, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne nous admettrait pas à Donka ici? Comme je vous l'ai dit, on ne savait pas et je ne me posais pas la question, je me fiais. On était entre les mains de Dieu et le reste, ce n'était pas le moment de se poser la question. D'accord. À la clinique Ambroise Paré, lorsque vous êtes arrivé, qui est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé le commandant Toumba ou d'autres hommes armés? Je n'ai vu personne, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, et à l'intérieur de la clinique, et je n'ai pas fait attention s'il y avait d'autres véhicules stationnés aux abords de la clinique Ambroise. Mais nous étions, à ce moment-là, les seuls responsables des forces vives qui étaient au niveau de la clinique, puisqu'on a eu le temps de descendre et que les médecins ont commencé à s'affairer sur El Selou, mais pratiquement dans les quelques secondes, l'arrivée de 2 agents, comme je l'ai dit, a stoppé le tout avec cette injonction de nous faire sortir de la clinique au risque de jeter une grenade si les médecins ne s'exécutaient pas. D'accord. Donc, ils sont arrivés 4 à 5 minutes ou quelques secondes, vous disiez? Bon, c'est difficile de... D'accord. Mais c'était presque comme... On a eu le temps de descendre du véhicule, que les médecins ont amené le brancard, ils ont cherché une salle. Donc, cela veut dire que ce n'est pas effectivement au même moment, mais c'est au moment où ils essayaient de trouver une salle pour amener celui qui était le plus en mauvais état que nous. C'est à ce moment-là que les 2 agents se sont présentés. Est-ce que vous vous étiez senti suivi jusqu'à la clinique Ambroise Paré? Non, il n'y avait rien. C'était un silence de mort. Tout était vide. D'accord. Tout le monde... D'accord. À votre sortie de la clinique, à la déventure, est-ce que vous avez constaté des militaires, un impressionnant dispositif, ou en tout cas des militaires, en dehors des 2 personnes qui étaient rentrées? Je n'ai pas fait attention par rapport à ça. L'objet, on est remonté dans le véhicule et le colonel Thieboro a repris la direction vers la ville. Le reste, je ne me souviens pas, je ne prêtais pas attention à ce qui se passait autour de moi. Mais je sais qu'on n'étions pas suivis et que, puisqu'il n'y avait pratiquement aucun véhicule qui circulait. D'accord. En fait, je le demande parce que le commandant Toumba lui-même a soutenu ici avoir été à la clinique Ambroise Paré et être témoin de cette menace de la part de ces 2 personnes qui voulaient dégoupiller la grenade. A priori... Donc j'imagine que c'était en la présence de vous tous. Non, peut-être est-ce que ce ne sont pas 2 scènes totalement différentes qui sont relatées par l'un et par l'autre. Possible. D'accord.
Alors, est-ce que le colonel Tchegoron, qui était avec vous, a demandé ce que ces gens voulaient? Ces deux personnes qui sont venues menacer. Je ne pense... Bon, je ne m'en souviens pas. D'accord. Et vous avez quitté la clinique Ambroise Paré pour la ville, pour notamment, j'allais dire, pour le camp Samori. C'est bien cela? Non, on a pris l'axe principal jusqu'au niveau de la Banque centrale. Et j'ai senti que le colonel semblait hésiter. Et par la suite, il a bifurqué vers le camp Samori Touré. Et il nous a amenés directement au dispensaire du camp Samori Touré, où nous avons été pris en charge par l'équipe médicale. D'accord. Donc, le trajet n'était pas directement le camp Samori, c'était vers le port. Et arrivé là, au niveau de la Banque centrale, il a bifurqué. Oui. Le trajet le plus court, c'était directement passer par, j'allais dire, sans fil, par exemple, et puis arriver au camp, tout près, si c'était là la destination. Bon, je peux penser qu'en toute logique, il peut se trouver dans une situation de perplexité pour savoir où est-ce qu'il faut amener des blessés qui sont dans sa Jeep et dans des conditions de sécurité qui pouvaient être garanties. D'accord. Je reviens sur une question. Est-ce qu'il communiquait de la clinique Ambroise Paré à la ville? Est-ce qu'il a eu le temps de communiquer? Puisque j'imagine qu'il devait avoir l'air préoccupé. Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu communiquer. D'accord. Est-ce que vous vous êtes senti suivi à partir de Ambroise Paré? Parce que des gens sont venus pour dire, pour menacer. Pour menacer. Donc j'imagine que ces gens voulaient quelque chose, en réalité. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti suivi de Ambroise Paré à la ville? Je n'ai pas prêté attention, mais je n'ai pas eu l'impression que nous étions suivis. Parce que sinon, on aurait pu être aussi éjecté du dispensaire du camp Samori Touré. D'accord. Alors, au camp Samori Touré, du camp Samori Touré, où vous avez pu bénéficier de quelques soins, à la clinique Pasteur, qui vous a transporté? Bon, nous avons duré au camp Samori Touré. C'est en fin d'après-midi que l'officier médecin Dr Bangoura, dans son propre véhicule, et je crois qu'il y avait un autre véhicule, si mes souvenirs sont exacts, c'est par ce biais-là que nous avons été amenés à la clinique Pasteur. Est-ce qu'il vous a donné une explication, un motif pour lequel vous devriez être transporté du camp Samori à la clinique Pasteur? Je crois qu'il l'a fait en me disant que les autres leaders sont à la clinique Pasteur. D'accord. D'accord. Alors, à la clinique Pasteur, vous avez trouvé les autres leaders, c'est bien cela? Oui. Et quelle impression vous aviez eue lorsque vous êtes venus les trouver tous? Non, c'était déjà, bon, sachant déjà que les autres étaient là-bas, et le fait de se retrouver, c'était un soulagement de voir que malgré les blessures des uns et des autres, ils étaient tous indemnes, bon, tout au fond de nous-mêmes, regrettant des faits macabres qui se sont déroulés et dont on n'avait pas à ce moment-là une réelle conscience de l'ampleur que ça avait pris. Parce que nous, on peut dire, de l'arrivée du commandant Toumba Diakité et de notre sortie, est-ce que c'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Et que par la suite, seul Dieu sait ce qui s'est passé à l'intérieur pour les milliers de personnes qui étaient pratiquement séquestrées à l'intérieur du stade. D'accord. Y avait-il toujours des militaires
posté à la clinique Pasteur? Moi, je crois que l'entrée était interdite et le passage, le dispositif de sécurité était maximal à ce niveau-là. Bien. Bon, je dirais le dispositif de contrôle, pas de sécurité. Bien, bon, ça c'est d'après moi. Alors, est-ce que vous aviez eu des proches, des parents, vous avez perdu des parents, des proches au stade? Comme je l'ai dit, je considère en tant que responsable que tous ceux qui ont perdu leur vie, ce sont des proches. Bien. Alors, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Quand je dis vous, pas forcément vous personnellement, mais les forces vives. Est-ce que vous aviez entrepris des démarches pour, par exemple, entrer en possession des corps ou faire en sorte que les parents des victimes puissent entrer en possession des corps? Tout ce qui était humainement possible, nous l'avons fait, la collecte des informations pour connaître le nombre de morts, les disparus, les blessés, et que par la suite, lorsque l'atmosphère s'est détendue, nous avons organisé des tournées pour aller de maison en maison, apporter un petit réconfort à certaines personnes qui avaient perdu les leurs, et ça nous permettait d'avoir une information beaucoup plus complète qui était en train d'être initiée. Donc ça, nous l'avons fait. Alors, est-ce qu'il y avait des obstacles au niveau de l'administration pour entrer en possession des corps ou avoir des informations exactes? On n'a pas pris contact, à moi, à titre personnel, en contact avec des officiels. Mais le vendredi suivant, au niveau de... Nous avons appris que les corps allaient être restitués aux familles et nous nous sommes rendus à la mosquée Faisal pour accompagner certaines victimes et s'enquérir du nombre de victimes, de leur identité, et c'est ce qui a été fait. Lorsque vous avez entendu le nombre de victimes de mort qui a été déclaré, quelles ont été vos impressions? Comme nous savions qu'il y avait déjà des disparus, nous ne prenions pas en considération le nombre de corps qui étaient exposés, parce que nous savions qu'il y avait d'autres corps, et c'est cela que nous avions à l'esprit à ce moment-là. Merci bien, M. Ba. Merci, M. le Président. Et vous comprendrez que le parquet s'était versé dans des contre-vérités. Escobar, le sobriquet de Mohamed Condé, qui était à l'époque le commandant du salon, présent à l'époque des faits au salon du président Moussa Dadis Camara, a, n'est-ce pas, réfuté en disant qu'en aucun moment le capitaine Moussa Dadis a tenu ce genre de propos. En aucun moment. Qui d'autre a pu rapporter ici la preuve de l'imputabilité d'une telle affirmation au capitaine Moussa Dadis Camara? Personne, Monsieur le Président. Personne. Monsieur le Président, nous savons, et c'est le lieu d'ailleurs de rappeler, que dans ce dossier, certains ont tenté de subordonner des témoignages. C'est Escobar n'a pas voulu tout dévoiler, mais nous savons qu'il a subi des pressions pour venir soutenir cette affirmation. Mais ces militaires dignes que vous avez vus ici en face et que nous avons suivis religieusement a déposé avec sincérité en disant que je vais dire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. J'aurai l'occasion de revenir suffisamment sur son témoignage quand je vais me permettre de critiquer les arguments du ministère public. Monsieur le Président,
Le Baobab national, au début de ce procès, avait annoncé en fanfare l'arrivée de Escobar pour dire que le jour où Escobar va comparaître, vous allez comprendre la terreur par laquelle le président Moussa Dadis a gouverné ce pays. Tout le monde attendait avec impatience la comparution de M. Mohamed Condé, alias Escobar. Mais c'est la montagne qui a accouché d'une souris. J'y reviendrai parce que c'est très important. Monsieur le Président, m'intéressant toujours à l'ordonnance de renvoi, il est dit ceci. Attendu que suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation, les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Monsieur le Président, on parle d'une réunion. Cette réunion-là, elle s'est tenue quand? Qui sont ceux qui étaient présents à cette réunion? Quels étaient les points à l'ordre du jour? Où sont les preuves de la tenue de cette réunion? Ni les partis civils, ni le ministère public n'ont pu apporter la démonstration probante. Vous avez interrogé ici, et je le l'occasion encore de revenir sur ça, le général Sano, qui était à l'époque des faits le chef d'état-major général des armées, tant d'autres chefs militaires sur la tenue de cette réunion. Tous ont balayé d'un revers de la main la tenue effective de cette réunion. Et vous ne trouvez pas que dans cette ordonnance, il a été quand même insérieux de parler des dirigeants du CNDD, alors qu'ici, on ne voit pas tous les dirigeants du CNDD. Si c'était vraiment sérieux, cette affirmation, mais ce ne sont pas que les 11 accusés qui devraient être là, ou les 10 aujourd'hui présents, non. Si c'était vraiment sérieux, si c'était sérieux, tous les membres du CNDD, peut-être même tous les membres du gouvernement, tous les chefs militaires, du général Sekouba Konaté au chef d'état-major particulier, devraient être ici, dans le box des accusés, si c'était vraiment sérieux. Si le parquet également était vraiment sérieux dans sa démarche, comme il a fait en prenant pour sésame les propos du commandant Aboubakatou Diakité pour engager des poursuites contre Jean-Louis et tant d'autres, pour demander à ce qu'on puisse reprendre les informations contre le colonel Bienvenu. Mais il aurait fait en disant, bon, j'ai compris qu'il faut aller sur le terrain de la responsabilité de commandement, donc du général Sekouba Konaté jusqu'au chef d'état-major particulier, du président de la République jusqu'au ministre, je vous poursuis tous pour responsabilité de commandement. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourtant, ils ont été prompts à enfermer ces pauvres pères de famille parce qu'ils sont réputés proches du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous avez discriminé cette procédure. Vous avez rasé dans un seul camp, comme l'a rappelé mon grand frère Sidiki. Et le tribunal ne doit pas succomber à votre démarche. Monsieur le Président, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'encore une fois, que cette ordonnance est dans la caricature. Et quand on caricature les faits, on ne peut caricaturer que les responsabilités. Et votre décision ne doit pas être l'émanation d'une caricature. À ce stade de la procédure, nous ne sommes plus à la phase des charges ou des indices. Nous sommes à la phase de la certitude.
On aime souvent le dire qu'en droit pénal, quand le juge doute, il renvoie. Mais quand le tribunal doute, il relaxe ou acquitte. Ici, on ne parle même pas de doute, on parle carrément et simplement d'absence de preuve de l'accusation portée contre le capitaine Moussa Dadis Camara. La même ordonnance poursuit en disant ceci: que ces infractions ont été commises suivant des instructions ou provocations des dirigeants du CNDD et autres responsables dont le capitaine Moussa Dadis Camara, Aboubakar Toumba Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui. Mais où est la preuve des instructions que le capitaine Moussa Dadis a données? Où est la preuve? Même les accusés, les 10 accusés ici présents, personne, tant à l'instruction préparatoire, ici à la barre, n'a soutenu que c'est le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Encore que ça ne veut pas dire que ceux qui ont été au stade sont responsables des crimes poursuivis. Leurs avocats ont apporté la pertinente démonstration. Mais où est le lien? Où est le lien? Où est la preuve de l'instruction ou de l'ordre que le capitaine Moussa Dadis a donné? Monsieur le Président, à l'ouverture de ce procès, j'ai entendu un confrère de la partie civile dire, c'était même une consoeur, je me rappelle, que nous n'aurions pas accepté la tenue de ce procès si le capitaine n'était pas renvoyé. C'est-à-dire, on ne cherche pas la vérité, mais on cherche la tête d'un homme. On cherche la tête d'une personne. On ne peut pas rendre justice de cette manière, Monsieur le Président. Là encore, vous conviendrez avec la défense du capitaine Moussa Dadis Camara qu'aucun élément du dossier, aucun élément ici prononcé par un accusé ne corrobore avec ce qu'a dit l'ordonnance de renvoi. Heureusement, comme on aime le dire, l'instruction définitive, c'est là-bas. Il y a un confrère qui s'est agrippé sur l'interview qu'on nous a tous fait écouter ici du commandant Aboubakar Toumba Diakité qui a dit, je cite, « On ne peut pas aller comme ça au stade sans ordre. » Mais est-ce que dans cette interview, il a dit que c'est le capitaine qui m'a dit d'aller au stade? Lui-même est venu ici, devant vous, réitérer que ce n'est pas le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Il vous a clairement dit que j'étais parti à la recherche du président au stade. Vous apprécierez cette affirmation? On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Marcel également ne vous a jamais dit qu'il a reçu des instructions du président Moussa Dadis d'aller au stade. J'aurai l'occasion d'y revenir, Monsieur le Président, honorables assesseurs.